Eh ben, merci beaucoup pour la présentation. Donc, effectivement, je suis Alexandre Bailly en test cifre dans la société Everteam Software. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des effets des interactions entre les variables et de la taille du jeu d'entraînement sur les réseaux de neurones et les régressions logistiques. Donc, ces travaux ont pris cadre dans ma thèse, donc, qui est sous la direction de Pascal Roy. Et pour resituer un peu le contexte, donc les modèles de régression logistique et les réseaux de neurones en médecine, ils sont notamment utilisés pour prédire la présence de maladies chez les patients, donc ce qui va représenter pour nous une variable à expliquer. Donc, soit le patient va avoir une maladie, soit il ne va pas l'avoir, et le but est de prédire la présence de la maladie. Ce sont deux types de modèles qui sont entraînés de manière supervisée. Donc, il faut une certaine quantité de données annotées pour l'entraînement de ces différents modèles. Et il a notamment été montré que les réseaux de neurones ont la nécessité d'avoir plus de données que les régressions logistiques pour avoir un bon entraînement. De plus, on sait que quand la complexité de la relation entre les variables explicatrices et la variable à expliquer est grande, on va avoir besoin de plus de données pour approximer cette relation et donc pour que nos modèles aient de bonnes performances prédictives. Et donc cette étude, elle a pour but d'étudier à la fois l'impact du jeu de données et notamment sa taille, mais aussi la complexité de la relation entre les variables explicatrices et la variable à expliquer, à la fois sur les régressions logistiques et sur les réseaux de neurones. Donc, pour pouvoir contrôler à la fois la taille et la complexité, on a travaillé sur données simulées. Nous avons choisi comme cadre de fond le domaine de la cardiologie et nous avons notamment simulé des données inspirées par l'étude de Framingham, donc qui est une étude très connue dans le domaine de la cardiologie. Donc, dans un premier temps, nous avons simulé 4 variables qui étaient continues, donc à savoir l'âge, le cholestérol total, le cholestérol HDL et la pression artérielle. Donc, pour simuler ces 4 variables, nous avons utilisé des lois normales dont les paramètres étaient la moyenne et la déviation standard observées dans l'étude de Framingham. Dans un second temps, nous avons simulé 3 variables qui étaient catégorielles, donc le traitement pour l'hypertension, le statut tabagique et le statut diabétique. Donc ce sont 3 variables qui sont binaires et pour les simuler, nous avons utilisé des lois binomiales où cette fois le paramètre de la loi était la proportion observée dans l'étude de Framingham encore une fois. Donc, la simulation de ces variables nous a permis d'avoir toutes nos variables explicatrices. Et à partir de ces variables, nous avons simulé les variables réponses. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé des régressions logistiques, dont on a ici la formule. Avec petit p, la probabilité d'assigner un cas à une observation donnée, en fonction de grand X, qui est l'ensemble des variables que nous avons simulées juste précédemment. Et nous avons également dans cette formule grand P, qui est un polynôme de degré D, qui permet d'avoir la relation entre la probabilité du cas et les variables explicatrices. Donc nous avons calculé une probabilité pour chacune de nos observations, et cette probabilité nous a servi dans une loi de Bernoulli pour attribuer ou non une pathologie cardiaque à nos patients virtuels. Donc, comme je viens de l'expliquer, le polynôme ici est de degré D, et donc en faisant varier ce degré, nous avons pu avoir une relation plus ou moins complexe entre nos X, qui étaient nos variables explicatrices, et notre variable réponse, qui était la présence de pathologie ou non. Donc, dans cette étude, nous avons considéré 3 degrés pour ce polynôme. Donc, dans un premier temps, nous avons utilisé le degré 1, donc il consistait à n'avoir que des effets propres des différentes variables explicatrices. Ensuite, nous avons intégré les effets propres et des interactions entre 2 variables au plus. Et pour le degré le plus haut, nous avons utilisé les effets propres et des interactions qui incluaient jusqu'à 4 variables en même temps.
Donc, dans cette étude, on aura nos 3 degrés de complexité qui sont en fait représentés par les degrés d'interaction entre les variables pour la simulation. Et pour la variation de la taille du jeu d'entraînement, nous avons utilisé 3 tailles, donc 1000 observations, 10 000 observations et 100 000 observations. Donc au total, c'est 9 scénarios qui ont été simulés, donc 3 degrés possibles fois 3 tailles possibles. Et donc, sur ces 9 scénarios, nous avons entraîné différents modèles et nous avons évalué leur performance. Donc le premier type de modèle que nous avons évalué, ce sont les régressions logistiques. Donc, nous avons fait le choix d'entraîner à la fois des régressions logistiques classiques non pénalisées, mais aussi des régressions pénalisées avec les méthodes Lasso et Ridge, qui sont très communément utilisées. L'une des particularités de la régression logistique par rapport aux réseaux neuronaux, c'est qu'on a besoin de préciser quelles sont les interactions que l'on autorise au modèle. Et par conséquent, nous avons entraîné différentes régressions logistiques avec différents niveaux d'interaction entre les variables qui étaient autorisées pour l'entraînement. Donc ici aussi, nous avons entraîné des régressions logistiques qui avaient seulement les effets propres, puis des régressions avec les effets propres et les interactions d'ordre 2, et enfin des régressions qui intégraient les interactions jusqu'à l'ordre 4. Et du coup, au niveau de la phase d'entraînement, ce qui est important de noter, c'est qu'on a gardé seulement les interactions qui étaient significatives en termes de p-value. Donc ça, c'est tout ce qui concernait les régressions logistiques. Et en parallèle, nous avons entraîné des réseaux neuronaux. Donc on a ici un schéma très simple d'un réseau de neurones extrêmement simple avec 2 variables explicatrices en entrée, ici x1 et x2. Et en sortie, deux nombres en fait, qui correspondent à la probabilité d'avoir une pathologie et la probabilité de ne pas l'avoir. Donc ici, il s'agit d'un réseau très simple, parce que non seulement on n'a que 2 entrées, mais on n'a également qu'une seule couche cachée qui n'a que 3 neurones, donc ce qui est relativement léger pour un réseau de neurones. Mais on voit déjà que chaque flèche représentant un paramètre du modèle à entraîner, on a déjà un certain nombre de paramètres qui devront être affinés pendant la phase d'entraînement. Et c'est évident que si on rajoute des neurones et des couches cachées, le nombre de paramètres va augmenter d'autant avec cette augmentation. Donc, dans notre étude, nous avons décidé d'étudier 4 profondeurs de réseaux de neurones. Donc, nous avions des réseaux de neurones à 1, 3, 5 et 7 couches cachées. Pour faire un peu plus simple, nous avons fixé le même nombre de neurones au sein de chaque couche cachée. Et pour ce qui est de l'optimisation, donc à savoir le nombre d'époques, la taille des batchs à l'entraînement et le taux d'apprentissage, nous avons fait une recherche d'optimisation pour avoir les meilleurs hyperparamètres dans chaque scénario. Donc, concernant les résultats de cette étude, donc, on a ici l'aire sous la courbe ROC pour les données, les modèles entraînés sur les données qui ont été simulées sans aucune interaction. Donc, les 3 premières lignes, ça correspond aux régressions logistiques, respectivement, juste avec les effets propres, avec les effets propres et les interactions d'ordre 2, et avec les effets propres et les interactions jusqu'à l'ordre 4. De la même façon, en dessous, on retrouve les régressions logistiques pénalisées avec la méthode Lasso. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait utilisé à la fois les méthodes Lasso et les méthodes Ridge. Pour cette présentation, on va se concentrer uniquement sur les résultats des méthodes Lasso, tout simplement parce que les méthodes Ridge ont obtenu exactement les mêmes résultats. Et enfin, les 4 derniers modèles correspondent aux différents réseaux de neurones, donc avec 1, 3, 5 et 7 couches cachées. Et chaque colonne, du coup, va correspondre à une taille de dataset différente. Donc, concernant les résultats, tout d'abord, au niveau des régressions logistiques, on observe déjà une augmentation des résultats lorsqu'on va commencer à intégrer des termes d'interaction dans les modèles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était attendu, étant donné que dans ces scénarios-là, les données ont été simulées sans interaction,
donc on ne s'attendait pas à avoir forcément une augmentation des performances en intégrant les termes d'interaction dans les modèles. On peut voir aussi qu'on a une légère augmentation des performances en augmentant la taille des datasets, mais la meilleure amélioration qu'on obtient, c'est quand on utilise des méthodes de pénalisation. Donc par exemple, quand on n'utilise aucun terme d'interaction, on va avoir 0,10 d'AUC en plus sur la régression logistique quand on va pénaliser. Et ici, on a du coup plus de modification des performances en fonction des interactions que l'on va utiliser, ni non plus de la taille du dataset. Et enfin, si on s'intéresse aux résultats des réseaux de neurones, on va avoir des AUC qui sont entre 0,77 et 0,79. Donc on a vraiment très peu de variabilité, que ce soit en fonction de la profondeur du réseau de neurones ou bien encore de la taille du dataset. Et on remarque qu'on est très proche des meilleurs résultats obtenus par les régressions logistiques qui sont aux alentours de 0,80. Concernant les modèles entraînés sur les données qui ont été simulées avec un ordre d'interaction d'ordre 2, donc les régressions logistiques, encore une fois, on va avoir une amélioration des performances quand les termes d'interaction vont être intégrés au modèle. Donc cette fois-ci, c'est quelque chose qui était attendu, étant donné que des interactions d'ordre 2 ont été utilisées pour simuler les données. Donc cette fois-ci, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et on remarque également qu'on a toujours une très légère augmentation des performances avec l'utilisation de données de plus en plus grandes, mais ça devient assez marginal. Toutefois, encore une fois, la pénalisation des régressions logistiques va améliorer les performances de manière assez significative, comme on peut le voir ici, et avec, encore une fois, une légère augmentation des performances. Mais cette fois, il faut bien avoir les interactions pour obtenir les meilleurs résultats. Donc encore une fois, ce qui est dû à la méthode de simulation de ces scénarios-là qui intègre des interactions. Et enfin, concernant les réseaux de neurones, donc, on va avoir des AUC qui sont cette fois-ci entre 0,78 et 0,81. Donc on n'a toujours pas vraiment d'effet de la taille du dataset sur la performance des réseaux de neurones, et également le nombre de couches cachées ne va pas avoir une très grande influence. Mais ce qui est intéressant de noter ici, c'est que les réseaux de neurones à qui on n'a pas besoin de préciser les différentes interactions qu'il peut utiliser, au contraire des régressions logistiques, ils vont avoir des performances qui sont supérieures à celles des régressions logistiques qui incluent seulement les effets propres. Donc là, on a déjà un petit gain des réseaux de neurones par rapport aux régressions logistiques. Et enfin, sur les trois derniers scénarios, donc qui correspondent aux modèles entraînés sur les données qui ont été simulées avec un fort niveau d'interaction, donc d'ordre 4, on voit cette fois une gradation dans les performances des régressions logistiques, donc avec évidemment les régressions qui incluent les interactions d'ordre 4 qui vont avoir les meilleures performances, avec une légère augmentation lorsque la taille du dataset va augmenter également. Encore une fois, la pénalisation permet d'augmenter les performances, et notamment en grande taille, où on atteint 0,85 d'AUC. Concernant les réseaux de neurones, donc on est toujours sur quelque chose de très similaire en fonction de la taille et du nombre de couches cachées, donc entre 0,77 et 0,81. Et donc encore une fois, on voit qu'on est meilleur que les régressions qui n'utilisent aucune interaction, et on est au moins aussi bon que les régressions qui utilisent seulement une partie des interactions qui sont nécessaires normalement pour prédire les données. Donc si on récapitule un peu tout ça, on a vu que les régressions logistiques avec les termes d'interaction obtiennent de meilleures performances, donc notamment sur les données qui ont été simulées avec des interactions. Donc ça, c'était quelque chose que l'on s'attendait. On a vu également que la pénalisation des méthodes de régression vont améliorer les performances. Donc ça, c'est également un résultat auquel on s'attendait, notamment de par la gestion du biais d'optimisme.
On a vu que les réseaux de neurones ils ne semblent pas ici être impactés par la taille du dataset, ni même par leur profondeur. Et quelque chose qui est important de noter, par contre, c'est que l'entraînement des réseaux de neurones, donc même si on n'a pas besoin de préciser quelles sont les interactions qu'on va utiliser, ça nécessite plus d'hyperparamètres, donc une phase d'optimisation plus longue et plus lourde, et on a plus de paramètres à estimer dans ces modèles. Donc encore une fois, ça va alourdir tout le processus d'entraînement. Et donc l'une des principales limites de cette étude, c'était que seules les interactions multiplicatives étaient considérées dans cette étude. Donc dans nos futurs travaux, on pourrait imaginer une complexité qui est dépendante d'autres termes, par exemple du logarithmique ou de l'exponentiel. Donc en conclusion, on a vu que la taille du jeu d'entraînement avait peu d'impact sur les performances des différents modèles. On a vu que les régressions logistiques qui étaient bien spécifiées, c'est-à-dire qu'il y avait les bons termes d'interaction, obtenaient des meilleures performances. On a également vu que la pénalisation des régressions logistiques permettait d'améliorer encore ces performances-là. Concernant les réseaux de neurones, on a montré du coup qu'elles étaient meilleures que les régressions logistiques que si les régressions logistiques en fait sont mal spécifiées, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps d'intégrer les différents niveaux d'interaction dans les modèles. Et donc, l'une des principales conclusions de cette étude, c'est que pour des cas simples comme ceux que l'on a simulés, la régression logistique pénalisée, en incluant les bons termes d'interaction, ça semble plus efficace que les réseaux de neurones, et en plus, c'est des méthodes qui sont plus facilement entraînables. Donc, ce qui veut dire que les réseaux de neurones, même s'ils ont très bonne réputation, ce ne sont pas forcément la meilleure solution à utiliser, et les régressions logistiques telles qu'étaient utilisées plus avant les réseaux de neurones peuvent encore être une solution tout à fait viable. Donc voilà qui conclut ma présentation. Je finirai juste sur quelques remerciements, notamment pour Pascal Roy qui encadre ma thèse et Corentin Blanc qui travaille au jour le jour avec moi. Et je remercie également l'ensemble des personnes qui encadrent ces travaux, donc que ce soit au sein d'Everteam, du LBBE ou de Easy Cardio, la start-up de cardiologie qui est associée à nous sur ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Bailly, pour cette présentation. Je vois pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si Monsieur Boussel ou si Monsieur Rio en ont à vous poser. Non, bon, pas particulièrement, j'ai trouvé ça très clair et très intéressant. Donc, voilà, donc, du coup on va pouvoir conclure ce webinaire que vous pourrez retrouver par ailleurs sur YouTube et qui sera publié par la direction de la marque et de la communication des HCL. Et voilà. Et je vais vous souhaiter à tout le monde une bonne fin de journée. Merci, au revoir.